Bonsoir, Monsieur Neyou. Je suis ici pour faire un exercice d'application concernant le chapitre sur les fonctions trigonométriques. Alors, vous avez suivi le chapitre sur les fonctions trigonométriques et je vous ai promis un exercice d'application en vue de bien comprendre les étapes dont j'ai expliqué sur le chapitre. Alors ici, nous passons sur le tableau, les fonctions trigonométriques. Je propose une fonction ici, définie de f vers r, telle qu'à x, on associe 1 plus cosinus 2x sur 1 moins cosinus 2x. La résolution. Pour étudier une fonction, c'est toujours la même chose. Il faut toujours commencer par un ensemble de définitions, l'ensemble sur lequel la fonction peut être étudiée. Alors ici, nous voyons une fonction rationnelle avec des fonctions périodiques, sinon trigonométriques. L'ensemble de définitions est tel que, quel que soit x élément de l'ensemble de départ qui est R, de telle enseigne que la partie dénominateur soit différente de 0. Donc ça fait 1 moins cosinus 2x différent de 0. La résolution continue. 1 moins cosinus 2x différent de 0 veut dire que 1 revient ici et puis les moins partiront. On aura cosinus. Donc on aura moins cosinus 2x différent de moins 1, ce qui va donner cosinus 2x différent de 1. On aura cosinus 2x différent de 1, c'est comme si c'était exactement cosinus de 0 plus 2 pi. Donc on aura ici 2x serait égal à 0 plus 2 pi qui est égal à 2 pi. Donc x va être différent de pi. Donc x différent de pi revient à dire que ddf est égal à r privé de pi. K étant élément des entiers relatifs de l'ensemble Z. Alors une fois nous avons déterminé l'ensemble de définitions sur laquelle la fonction peut être étudiée, après tout, nous avons, puisqu'il s'agit ici des fonctions qui sont trigonométriques, il va falloir étudier la périodicité de cette fonction. Alors, pour connaître la période, nous savons ici que les cosinus x, ils ont tous, d'après le cours, j'ai fait un rappel, les sinus x et les cosinus x ont pour période 2π. Donc, cosinus x a pour période 2π. Alors, lorsque nous observons, nous voyons que dans la fonction, nous avons les cosinus 2x. Donc, cosinus 2x nous permet un peu d'avoir une idée sur la périodicité des cosinus 2x que je propose. Ils auront certainement pi pour période. Les cosinus 2x auront pi pour période, alors que les cosinus x auront 2π pour période. Alors, nous allons vérifier la périodicité de cette fonction avec t égale à pi. Nous allons calculer f de x plus pi. J'ai dit dans le cours que pour vérifier si t est une période d'une fonction, il fallait calculer f de x plus t. Si ça donnait exactement f de x, alors t est la période de la fonction. Donc ici, nous allons calculer f de x plus pi. Pi étant la période proposée. Donc on aura 1 plus cosinus de 2x plus 2pi. Ensuite, sur 1 moins cosinus de 2x plus 2pi, on passe en ce niveau. F de x plus pi est égal à cosinus 2x sur 1 moins cosinus 2x qui est égal à f de x. Ce qui veut dire que t qui est égal à pi est vraiment la période de cette fonction. Pourquoi cosinus 2x plus 2pi donnait cosinus 2x? C'est très simple. En première, on a dit que cosinus de a plus b égale cosinus de a cosinus b moins sinus de a sinus b, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ici, nous aurons cosinus de 2x fois cosinus de 2pi. Alors que cosinus de 2pi est égal à 1. Donc, cosinus de 2x fois cosinus de 2pi est égal à 1 fois cosinus de 2x qui est égal à cosinus de 2x. Ensuite, moins sinus de 2x sinus de 2pi. Alors que sinus de 2pi est égal à 0.
fois sinus de 2x, c'est égal à 0 aussi. Donc, au finish, nous aurons tout cet ensemble-là va réserver seulement que cosinus 2x. Ici également cosinus 2x. Donc, nous avons f de x. Donc, nous concluons ensuite que t, qui est la période, est égal à pi. Alors, je vous avais dit dans le cours que lorsque nous connaissons la période, il va falloir avoir un ensemble d'études de la fonction sur laquelle on peut étudier la fonction. Et cette fonction, on choisit d'abord un ensemble K avec amplitude, la période. Selon notre choix, nous choisissons juste un ensemble K que nous allons s'assurer que l'amplitude de cet ensemble soit la période de la fonction. Après avoir trouvé K, nous allons faire une intersection entre l'ensemble de définition et K, cet ensemble que nous avons découvert, que nous avons trouvé pour avoir E qui est l'ensemble d'études. C'est ce que nous avons commencé à faire. Nous savons que la période c'est P, donc je peux choisir K par hasard en prenant 0 à pi. 0 à pi est un ensemble de périodes pi. C'est un ensemble de périodes pi. Ou soit je peux dire que K est égal à moins pi demi à pi. C'est toujours pardon, pas la période, mais l'amplitude. L'amplitude ici c'est pi, l'amplitude aussi ici c'est pi. Je pourrais encore choisir d'autres selon mon choix. C'est selon mon choix. Ensuite, je vais chercher à déterminer l'ensemble d'études en faisant l'ensemble de définitions inter K. Alors, cet ensemble de définitions, c'est R privé de Kpi. Bien sûr, K élément de l'ensemble Z. Donc, K étant l'ensemble élément de l'ensemble Z, on peut avoir 0. On peut avoir K égale à 1, K égale à moins 1, K égale à 2, K égale à moins 2, K égale à 3, K égale à moins 3. Donc, en ce moment, par rapport à ce que j'ai choisi ici, j'ai choisi 0 à pi. Alors, je vais choisir, je suppose que lorsque K égale à 0, en ce moment, j'aurai 0 ici. Si K égale à 1, en ce moment, j'aurai pi ici. Donc, c'est par rapport aux valeurs que peut prendre K et par rapport au type de K que j'ai choisi, je vais essayer de faire des mouvements sur K pour pouvoir voir est-ce que je vais ouvrir, est-ce que je vais fermer. Donc, je sais que K peut prendre 0, ça veut dire que ici, je dois ouvrir sur mon 0. Et je sais que K peut prendre 1, donc je dois ouvrir sur le pi. Bien sûr, au niveau de l'ensemble d'études. Alors, l'intersection d'un ensemble plus vaste contenant un ensemble plus petit avec cet ensemble plus petit ne donne que cet ensemble plus petit. Donc, l'intersection de celui-ci et celui-ci ne donne que celui-ci. Seulement, je dois ouvrir sur 0 et puis parce que il est possible que K soit égal à 0 et que tout ça là soit 0. Il est possible que K soit égal à 1 et que tout cela devienne pi. Bon, ça c'est lorsque K est égal à celui-ci. Je pourrais aussi choisir ce K où K est égal à moins pi demi à pi. Moins pi demi à pi. Ici, quelle que soit la valeur de K, on ne peut jamais ouvrir sur moins pi demi et pi demi. Seulement, comme entre moins pi demi et pi demi, il y a 0, donc je me rappelle donc que K pouvait être égal à 0 pour que cette partie s'annule. Alors, entre les deux là, je peux mettre maintenant 0 au milieu. Mais ça, c'est K. Ça là, c'est E. Lorsque je fais l'intersection de moins pi demi à pi demi avec l'ensemble de définitions, je vais trouver cet intervalle là plus petit, mais sachant qu'il est privé de 0. Donc, E peut être égal à ça là, ou E peut être, ça dépend du choix ou de la proposition que vous avez fait de K. Alors, après avoir trouvé l'ensemble d'études, il faut pas oublier, il faut aussi étudier la parité. Parce que les fonctions trigonométriques se révèlent difficiles à étudier. On ne peut pas étudier sur tout leur ensemble de définitions. On étudie sur une partie toujours. Ici, nous pouvons déjà étudier la fonction sur l'ensemble E, mais seulement si la fonction est paire aussi, nous pouvons, ou bien impaire, nous pouvons aussi rediviser encore l'ensemble d'études. Alors ici, nous allons étudier la parité. Nous savons que quel que soit x éléments de R, privé c'est-à-dire l'ensemble de définitions, on aura l'opposé de x, donc le moins x, aussi appartient à cet intervalle-là. Dans ce cas, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons dire en ce moment que nous allons calculer f de moins 1.
f de moins x. F de moins x est égal à 1 plus cosinus moins 2x sur 1 moins cosinus moins 2x. Alors qu'en première, la classe de première, on nous a dit en trigonométrie que cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Et que sinus de moins alpha est simplement égal à moins sinus de alpha. Donc, conséquence, je peux alors dire que cosinus de moins 2x est égal à cosinus de 2x. Donc, 1 plus cosinus de 2x et 1 moins cosinus de 2x puisque cosinus de moins 2x n'est que cosinus de 2x. Alors, ceci-là, je remarque que c'est égal à f de x. Alors, si f de moins x égale à f de x, ça veut dire simplement que la fonction est une fonction paire. En ce moment, nous savons que la fonction est paire. Et comme nous savons que la fonction est paire, notre E, qui était notre ensemble d'études, peut être encore redivisé. Et nous allons étudier une partie. Et après, nous allons encore retrouver l'autre partie par la symétrie par rapport à la droite des ordonnées. Ok, en ce moment ici, nous allons continuer. Après avoir su que la fonction est une fonction paire, nous allons, si nous considérons le E, nous allons prendre un autre ensemble E', en le divisant par 2. Nous allons aller de 0 à pi demi, ou bien nous pouvons aller de pi demi à pi, c'est possible, ou alors nous allons aller de moins pi demi à pi demi vers 0, ou alors c'est de 0 à pi demi si nous considérons que c'est notre E celui-là. Voilà. Donc, au milieu de tout ça, c'est des possibilités. Celui-ci, il est encore exactement égal à celui-là. Alors, moi, je choisis d'étudier sur cet intervalle. Donc, le E'. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Tout ce que j'ai listé ici, ce n'est pas nécessaire de tout lister. Moi, je vous propose des possibilités. OK? Donc, maintenant, nous allons, après avoir déterminé tout ça là, nous sommes maintenant libres pour étudier la fonction. Et nous allons commencer par l'ensemble de définitions. Je dis la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée, nous allons calculer la dérivée. La dérivée ici, ça fait f de x qui est égal à f de x qui est ici exactement. Ça fait dérivée du numérateur fois le dénominateur moins dérivée du dénominateur fois le numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc ici, la dérivée du numérateur, c'est égal à moins de sinus 2x facteur de 1 moins cosinus 2x moins 2 dérivée du dénominateur. Ici, dérivée de moins cosinus 2x, c'est égal à 2 sinus 2x. Donc, 2 sinus 2x et le moins qui doit être ici. Donc, ça fait moins 2x, moins 2 sinus 2x, facteur de 1 plus cosinus 2x. Alors, moins 2 sinus 2x mis en facteur, nous allons avoir 1 moins cosinus 2x plus 1 plus cosinus 2x, ce qui permet lui et lui de partir. On aura ici 2 qui va multiplier le moins 2 cosinus sinus 2x, pardon. Et à la fin, nous aurons moins 4 sinus 2x sur 1 moins cosinus 2x, le tout élevé au carré. Donc, cette fonction est notre fonction. Donc, la suite de notre exercice. La résolution continue. Nous avons déjà déterminé l'ensemble d'études après avoir premièrement étudié la périodicité et ensuite la parité, la dérivée, la voici. On va calculer les limites. Nous allons calculer les limites au bord de notre ensemble d'études maintenant seulement. Donc, il n'y a que la partie 0 qu'il faut calculer. Pour pi demi, on calcula f de pi demi. Alors, limite de f de x tendant vers 0, pas valeur supérieure bien sûr. C'est égal à la limite de 1 plus cosinus de pi sur 1 moins cosinus de pi x tendant vers 0 par valeur supérieure. C'est simplement égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que cosinus de, ici, lorsque nous remplaçons par 0, ça fera cosinus de 0. Donc, cosinus de 0, c'est égal à 1.
Donc, on aura 1 plus 1 qui est égal à 2. Et maintenant, ici, on aura toujours 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ça fait 0. Donc, on aura 2 sur 0. C'est comme réel sur 0. Ça donne un infini. Il s'agit de quel infini? Le problème, c'est que le cosinus d'un nombre ne peut jamais excéder 1. Ça, la valeur maximale la valeur maximale que peut prendre le cosinus et même le sinus, c'est 1. Ça veut dire que quelle qu'en soit la valeur que x peut prendre, on ne peut pas avoir une valeur négative ici. Ce qui veut dire que 2 sur 0, qui est certainement supérieur ou simplement égal à 0, doit être plus l'infini. Alors ici, le signe de f' de x. Pour étudier le signe de f' de x, nous savons que quel que soit x élément de notre ensemble d'études, le dénominateur de notre fonction dérivée ici, en ce moment, puisqu'il est ici au carré, donc ça veut dire que 1 moins cosinus de 2x au carré ne peut être que strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que le signe du dérivé est donné par le signe du numérateur ici. En ce moment, quel que soit x élément de 0 à pi demi, nous savons que x est toujours en ce moment sur cet ensemble compris entre 0 et 1, puisque sinus de 0 va donner simplement 0, et puis sinus de pi va donner sinus de 0 donne 0. Alors ici, pour étudier le signe, nous étions à ce niveau. Normalement, s'il faut faire un encadrement de sinus 2x sur 0 à pi demi, on aura normalement 0 plus 0 ici. Pourquoi? Parce que lorsque pi demi est remplacé par x, on aura affaire à sinus pi. Sinus de pi va donner normalement 0. Sinus de pi donnera normalement 0. Or, dans cet intervalle-là, sinus va d'abord augmenter, arriver jusqu'au niveau de pi quart qui est situé au milieu. Puis ensuite, à partir de pi quart, en allant vers pi demi, il va commencer à redescendre et s'annuler encore au niveau de pi demi pour sinus 2x. Bien sûr. Donc, ça veut dire que sur cet intervalle, la valeur maximale que peut prendre sinus 2x, c'est 1 au niveau de pi quart. Lorsque pi quart sera remplacé ici, nous allons avoir 2 fois pi quart qui fait pi demi. Sinus de pi demi donne 1. Donc, la valeur maximale que peut prendre sinus 2x sur 0 à pi demi, c'est 1. Or, sur cet intervalle, sinus ne peut pas être négatif. Donc, sinus ne peut pas être négatif. Donc, ce qui suppose que sinus est toujours supérieur à 0. Il est toujours supérieur à 0. Supérieur, bien sûr, ou égal. Supérieur ou égal à 0. Peut être nul ou bien supérieur à 0. Voilà. Donc, puisque sinus de 0 égale 0, peut être nul ou supérieur égal à 0. Donc, ceci étant, lorsque nous allons multiplier par moins 4, ici, au niveau de f', il y a moins 4. Lorsque nous multiplions chaque membre par moins 4, nous allons avoir moins 4 ici, à partir d'ici, qui va être inférieur ou égal à moins 4 sinus 2x, qui va être inférieur maintenant ou égal à 0. Cette fois-ci, la partie est devenue négative, ce qui suppose que f' de x est inférieur à 0 sur e' qui est égal à 0 à 2pi, ce qui va nous permettre de dire que f de x est une fonction strictement décroissante, décroissante sur 0 à pi demi. On va directement au tableau de variation. Nous allons étudier la fonction sur 0 à pi demi. F' est négative, la fonction est décroissante, tout en sachant que la fonction n'est pas définie en 0. La limite en 0 donne plus l'infini. Et on va obtenir maintenant f de pi demi, ce que j'ai calculé ici, donne 0. Donc, elle va décroître de plus l'infini jusqu'en 0. D'accord.
Donc, la limite de f de x tendant vers 0 par valeur inférieure nous donnant plus l'infini nous permet alors de conclure que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Bien sûr, en plus l'infini. Donc, premièrement, nous allons aller, on va tracer la courbe. Sur 0 à pi demi, la courbe décroît de moins l'infini jusqu'en 0. De moins l'infini jusqu'en 0, la courbe va décroître sur 0 à pi demi. Maintenant, parce que la fonction est une fonction paire, nous allons faire la translation par symétrie par rapport à la droite désordonnée, par rapport à la droite d'équation x égale à 0, nous allons, qui est la droite désordonnée, nous allons faire la symétrie. Et c'est ce qui nous permet d'avoir maintenant celui-là. C'est ce qui nous permet d'avoir celui-là. Maintenant, une fois que nous avons obtenu cette courbe complète de parité par rapport à celui-ci, nous savons aussi que la fonction est une fonction périodique. Et donc, il faut faire la translation de cette courbe tout au long, le long de la droite des abscisses avec le vecteur de coordonnées kpi. Pi étant donc la période de la fonction et 0. Donc 0 pour dire qu'on ne va pas faire une translation vers la hauteur, donc par rapport à la droite des ordonnées, mais nous ferons une translation selon l'axe des abscisses. Donc, lorsque k égale à 0, nous serons ici. Nous serons ici 0. Maintenant, lorsque k égale à 1, nous serons ici. Donc, à chaque fois, nous trouvons un asymptote. Lorsque k égale à 2, nous trouvons encore ici. Lorsque k égale à 1, on a pi ici. Lorsque k égale à, ici, on aura 3 pi demi. Lorsque k égale à 2, nous aurons ici 2 pi, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que nous faisons la translation, nous trouvons juste l'asymptote. À chaque fois, nous trouvons, parce qu'elle est périodique, nous trouvons toujours l'asymptote. À chaque fois, nous trouvons l'asymptote. Donc, ici aussi, nous aurons un asymptote ici, à chaque fois que nous allons varier k qui est un nombre appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc, à chaque fois, nous trouvons un asymptote et à partir de l'asymptote, nous allons tracer nos courbes, ainsi de suite. Donc, ainsi prend fin notre chapitre sur les fonctions trigonométriques qui est couronné par cet exercice d'application. Je vous remercie et je vous demande justement de vous abonner à chaque fois que vous venez suivre les vidéos. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et partagez, mais sans oublier des commentaires. J'attends vos commentaires pour mieux améliorer la façon de dispenser les cours sur cette plateforme. À très bientôt.